Bon, alors comme ça, il est enregistré. Au moins, on est bon. Je me déplace avec le soleil aussi. Hop. Là, si je vais récupérer tout le monde. Alors, attendez. Je récupère Karim en route. Bon, c'est bien, vous revenez tous. Là, ça me fait plaisir. C'est cool. C'est cool, c'est cool. On récupère des nouvelles personnes aussi. Le soleil pile là. Alors, on va voir si on le récupère. Ouh, ça monte vite. Bon, je suis contente que ça vous plaise, voilà, que vous ayez la possibilité de poser les questions. Non, vraiment, ça c'est top. Hop, hop, c'est bon. On récupère Karim. Il arrive. Bon, on récupère le monde au passage. Bon, merci en tout cas, parce que là, tout le monde est à fond, tout le monde est trop content. C'est vraiment, c'est top. Tant mieux. Il y a déjà des questions qui reviennent. Alors, j'ai le soleil en pleine face, alors ça va être compliqué. On a une question de Clarisse qui nous dit comment peut-on faire? Alors, c'est un peu général comme question, mais j'imagine c'est que peut-on faire finalement, nous, voilà, dans cette situation, peut-être pour prêter main forte, pour aider, pour être voilà, dans l'aide peut-être. Alors, comment peut-on faire? Il y a des choses qui peuvent être faites. Déjà, vu la situation par rapport au masque, si vous avez de quoi coudre, ça peut être intéressant de faire des masques en tissu. Comme je disais tout à l'heure, ce sera pas une protection qui sera parfaite, mais n'empêche qu'on peut quand même faire des choses qui sont relativement efficaces et qui permettent de largement diminuer la contagiosité. Ça peut alors le modèle qui a été donné notamment par le CHU de Grenoble pour donner des masques un peu efficaces, c'est de faire une première couche en coton, une deuxième en jersey et une troisième en coton. Donc il y a 3 couches et là c'est bien filtrant, donc a priori il n'y a pas grand chose qui passe et ça permettrait déjà de bien limiter la contagiosité, notamment quand on va dans la rue ou quand on va en fait dans la rue, c'est pas là que c'est vraiment le problème, c'est surtout quand on va dans les grands magasins, dans les grandes distributions. Là je lisais tout à l'heure un article où en fait il montrait que la transmission par aérosol, c'est-à-dire quand on éternue, il y a les gouttelettes les plus grosses qui tombent et elles tombent à peu près à 1 mètre, mais en réalité il y a toutes les gouttelettes beaucoup plus fines qui elles peuvent circuler aller jusqu'à 6 mètres plus loin. En plus, quand il y a des systèmes d'aération par climatisation, etc., ou par reconditionnement de l'air, en fait, on le fait circuler dans le magasin. Donc, autant vous dire que vous avez un vivier pas possible dans le magasin. Donc ça pourrait être une première chose pour aider. Après, il y a pas mal d'actions de solidarité qui se mettent en place. Alors nous, par exemple, à Marseille, dans les quartiers nord, il y a beaucoup de familles qui se retrouvent en grande difficulté, qui n'ont plus leur source de revenus, qui n'arrivent plus à s'en sortir, qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants deux à 3 fois par jour, voire eux-mêmes. Et du coup, il y a des collectifs citoyens qui se sont organisés. Ils ont réquisitionné, ils ont fait une réquisition citoyenne d'un McDonald's qui a été fermé au mois de décembre. Et ils en ont fait en fait une plateforme de distribution de dons en fait de nourriture, de matériel. Et en réalité, ça peut être des actions intéressantes. Donc même si vous pouvez pas vous déplacer, vous pouvez participer par exemple financièrement si vous avez quelques euros en plus pour ce genre d'action. Où ensuite les bénévoles vont se débrouiller pour aller faire des courses et aider des familles en difficulté. Il y a tout ce qui va être diffusion d'informations sur les réseaux sociaux aussi, parce que mine de rien, ça joue énormément. Faire circuler des informations. Alors évidemment, il faut essayer de vérifier, de croiser les sources, de voir que la personne qui vous raconte ça n'est pas quelqu'un qui sort de nulle part. Mais ça, c'est très très important, d'autant que on en parlait un petit peu tout à l'heure, avant de faire les lives. Les réseaux sociaux sont
très surveillé et vraiment censuré. Moi, j'ai créé ma page dimanche. J'ai fait une première publication qui a beaucoup tourné. Et en réalité, très vite, je me suis retrouvé avec des renseignements généraux qui se sont mis à surveiller la page. Facebook a bloqué ma capacité à inviter les gens à aimer alors qu'ils avaient aimé le contenu, mais je ne peux pas les inviter à aimer la page. Je vois que les taux de diffusion en fait des publications n'arrêtent pas de chuter. Donc il y a quand même beaucoup de choses de ce côté-là. Donc vous, quand vous voyez passer quelque chose, faites circuler, parce que même si on essaie de vous limiter, mine de rien, plus il y a de gens qui font circuler les infos, et plus c'est difficile pour le réseau social d'empêcher sa diffusion. Ouais. Donc tout ça, ça peut être des choses intéressantes. Ouais. Et après, peut-être une dernière chose que vous pouvez faire, c'est vous porter volontaire. Il y a beaucoup d'associations, les Restos du Cœur ou d'autres, la Fondation Abbé Pierre, etc., qui continuent leurs actions, mais qui ont un manque cruel de volontaires pour aller les aider. Et eux, ils pourront vous driver, vous pourrez participer à des actions concrètes de solidarité qui vont avoir un impact sur les plus démunis. En le faisant dans des bonnes conditions sanitaires, parce que eux font attention, ils ont des protocoles, etc. Mais c'est vrai que comme ils ont beaucoup de leurs volontaires qui étaient des personnes plutôt âgées, maintenant ils peuvent plus trop sortir, c'est un risque pour eux. Donc là, voilà, vous pouvez prendre le relais si vous pouvez. Et après, il y a une dernière chose que je vois dans comment nous aider, c'est ne pas hésiter à faire circuler les messages et les mots d'ordre des soignants, parce que ça fait du bien et ça fait plaisir qu'il y ait autant d'applaudissements à 20h. Mais c'est vrai que ça reste très dépolitisé finalement comme message, alors qu'aujourd'hui on a cruellement besoin justement que des messages beaucoup plus politiques passent, comme le fait que oui, on manque de moyens, oui, on manque de matériel, oui, on a besoin de fric public pour l'hôpital public. Oui, on a besoin d'embauche de gens, et c'est des choses dont on avait déjà besoin avant, mais on en a encore plus besoin maintenant. Donc, il y en a qui ont fait des banderoles qu'ils ont affichées à leurs fenêtres. Il y en a qui ont participé comme ça à ce que le moment de 20h ne soit pas juste un moment dépolitisé, mais au contraire permettre aussi de faire passer des messages qui sont, à mon avis, importants pour la suite, parce qu'ils mettent au pied du mur un gouvernement qui veut rien entendre. Tout à fait. C'est pas parce qu'on est enfermé chez nous qu'on peut pas bouger, et ça, mais pas bouger physiquement parlant, mais bouger via justement, parce que les réseaux sociaux, on sent que c'est puissant depuis le début du confinement. On y passe tous beaucoup plus de temps, et comme tu le disais tout à l'heure, relayer les messages, c'est vraiment important. Et c'est vrai que, par contre, il faut avoir conscience qu'il y a des messages qui n'ont pas le temps de trop tourner. Autant toi, tu as pu le voir, et autant moi, pareil, c'est ce que je te disais au téléphone, mais j'ai commencé à Instagram aussi. Et une vidéo que j'ai partagée hier n'est déjà plus disponible sur YouTube. Donc, on sent vraiment qu'il y a des vérités qui dérangent. Ouais, tout à fait. Et ça, c'est vrai que c'est effrayant. On voit là où on est en train d'aller avec cette surveillance généralisée. Alors, là, c'est celui qui nous avait clairement mis en garde, c'est Edward Snowden. Si vous connaissez pas son histoire, je vous encourage à vous renseigner sur lui. C'était un analyste pour la CIA et le NSA, donc les agences de renseignement américaines, et qui a dénoncé la manière dont se faisait la surveillance de masse, et la manière dont finalement les réseaux sociaux, les entreprises qui gèrent ces réseaux sociaux, Google, Facebook, Microsoft et compagnie, sont à leur degré ou de force, on ne sait pas tellement si elles sont d'accord et volontaires, mais j'imagine qu'elles n'ont pas trop le choix, donnent en fait toutes les données qui sont aspirées, et il y a des algorithmes qui permettent de tout surveiller, de tout savoir sur vous, sur ce que vous êtes en train de faire, d'allumer les caméras de vos téléphones, de vos ordinateurs, sans que vous vous en aperceviez. Tout ça, c'est le monde réel. Je pense qu'il faut en avoir conscience, et ça, il faut aussi se méfier, parce que là, par exemple, on voit arriver l'application qu'ils sont en train de préparer là sur le Covid, donc c'est le fameux tracking. Donc ils vous présentent ça sous forme soft, en vous disant les données vont être anonymisées, vous ne serez pas suivi en dehors de ça, etc. Mais bon, à un moment, faut juste, moi, j'en suis arrivé au point où quand ils disent quelque chose, je comprends son contraire. C'est-à-dire que à chaque fois qu'ils ont dit quelque chose, et c'est ça, ils ont fini par faire l'inverse. Donc à un moment, voilà, faut pas être naïf. Quand, par exemple, prenons l'exemple de l'état d'urgence contre le terrorisme,
On avait un état d'urgence où il y avait des dispositions très exceptionnelles dans la loi parce qu'elles sont très liberticides. Elles permettent aux préfets et aux administrations de faire des choses qui vont vraiment contre l'état de droit, contre les libertés individuelles, contre la liberté d'expression, etc. Au nom du terrorisme, ils ont déclenché cet état d'urgence. Ils l'ont reconduit plus de 6 fois. Et en réalité, qu'est-ce qu'a fait Emmanuel Macron quand il est arrivé au gouvernement, enfin quand il a été élu? Il a dit on peut pas reconduire encore une fois l'état d'urgence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va transposer les dispositions de l'état d'urgence dans la loi ordinaire. Donc voilà, en fait, on est devenu un état d'urgence permanent. Et là, ils sont en train de refaire la même chose avec l'urgence sanitaire. Donc ils ont pris des dispositions. Ils ont commencé à faire passer des mesures antisociales absolument incroyables. Le travail à 60 heures par semaine, les patrons qui peuvent décider de prendre sur vos RTT sans vous demander votre avis, ce genre de choses. Et en fait, ils vous disent c'est temporaire, sauf que comme toujours, il y en a un il y aura toujours un dans leur camp pour les trahir sans le vouloir parce qu'ils sont très maladroits. Stanislas Guérini, à peine ils avaient annoncé ça, il a commencé à dire oui, va falloir qu'on réfléchisse à comment on le transpose après la crise. Donc voilà, ils sont en train de vous préparer tout un tas de choses comme ça qui sont assez incroyables du point de vue des libertés individuelles, du recul social, etc. Et il faut être très attentif parce que je pense qu'ils vont pas, contrairement au grand discours de Macron, changer d'idéologie après. Tout à fait, tout à fait. Je reprends les questions. Alors. On va peut-être te libérer après quand même que tu aies du temps de repos parce que c'était ton jour off. Alors, on va pas trop te garder. Il n'y a pas de souci. Alors, comme vous voulez. De Clarisse, vous avez le pouvoir en tant que médecin. Ne pouvez-vous pas faire du chantage au droit de retrait? Le problème, c'est que si on fait ça, c'est les patients qu'on abandonne. C'est toujours la limite. Dans le milieu de la santé, en réalité, nos grèves ne portent jamais. On a eu la quasi-totalité des services d'urgence qui ont été en grève pendant 1 an. Pourquoi ça n'a aucun impact? Parce qu'en réalité, quand on fait une grève, on continue à travailler. On continue à travailler déjà, nous, par acquis de conscience, parce que on peut pas laisser tomber les gens, on peut pas laisser tomber les patients. C'est quand même des vies humaines qu'on met en jeu. Et à côté de ça, il faut être assez clair aussi, c'est que quand il y a eu des soignants qui se sont mis en arrêt maladie parce que vraiment ils en pouvaient plus, que la situation devenait insoutenable, etc. pendant cette grève des urgences, qu'est-ce qui s'est passé? La police a débarqué chez eux. Donc on a eu beaucoup de soignants qui ont été qui sont venus, la police est venue les chercher pour qu'ils aillent quand même au travail. Donc le droit de retrait, c'est un droit effectivement qu'on devrait avoir, mais en réalité, la réalité est tout autre, c'est qu'on l'a pas et que il y a quand même un État qui est très répressif. Il y a une façon de gouverner qui est très autoritaire et où ils utilisent tous les moyens à leur disposition et notamment les moyens de police pour contraindre les gens. Pour museler la parole, voilà. Enfin, donc il y a ça qu'il faut avoir en tête. Donc on n'a pas vraiment de pouvoir. C'est pas, on peut pas le voir comme ça. Est-ce que pour toi, alors là c'est une question que je te pose moi, qui me vient. Est-ce que pour toi il y aurait une instrumentalisation de cette pandémie à d'autres fins qui sont peut-être pas aujourd'hui très claires pour nous, mais qui pourraient se dégager au niveau des idées très rapidement? Oui, je pense, oui. Je pense qu'ils sont en train de préparer, et ça se voit déjà en transparence dans les mesures qu'ils sont en train de prendre, qui sont dites provisoires, comme j'en parlais, qui ont l'effet absolument inverse de celui de recréer un système de solidarité. Hein. C'est ce qui est déjà dans les cartons, c'est ce qui a déjà commencé. Et il y a une femme qui s'appelle Naomi Klein. Je vous encourage à écouter un petit peu et à lire ce qu'elle a pu faire, où elle parle en fait de la stratégie du choc. Donc en fait, l'idée c'est que ça s'est basé sur une étude de la CIA qui s'est aperçue que quand un individu était choqué psychologiquement, il était beaucoup plus facile en fait de lui faire accepter absolument tout et n'importe quoi. Et en fait, ils ont transposé cette stratégie du choc sur les sociétés, où quand vous avez des grandes catastrophes, on parlait tout à l'heure du terrorisme qui choque les gens,
ben, il est beaucoup plus facile ensuite de faire passer tout et n'importe quoi au nom de la lutte contre le terrorisme. De la même manière, quand vous êtes choqué par une crise sanitaire, par un virus, ben, vous allez être beaucoup plus enclin à accepter tout et n'importe quoi. On va vous dire, bah oui, bah, il faut rattraper le retard, donc là, il va falloir travailler plus. Qu'est-ce que vous allez vous dire? Bah oui, c'est vrai, alors faisons-le. Mais non, la réalité, c'est que ça va pas résoudre le problème du chômage si vous travaillez plus. Ça va pas résoudre le problème de l'activité, ça va juste faire que vous travaillez plus et que vos droits reculent. Si on veut demain remettre sur pied l'économie, bah, il faut des investissements d'État, il faut de l'endettement public, il faut que les dettes publiques soient rachetées par les banques centrales, qu'on les transforme en dettes perpétuelles, c'est-à-dire qu'en fait, les banques centrales ont la capacité de créer la monnaie comme elles le veulent. Donc elles peuvent créer de la monnaie. Donc pour racheter des dettes, et qui détient ces dettes, ce sont les banques privées, puisque en fait on a interdit aux banques centrales ou en tout cas aux États de se financer auprès des banques centrales. Donc maintenant les États sont obligés de s'endetter auprès des banques privées. Et du coup, ben en fait la BCE, enfin, par exemple pour l'Union européenne, pourrait très bien racheter les titres de dette des États et les transformer en dette perpétuelle, c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre des taux d'intérêt négatifs dessus qui vont faire que ça se grignote petit à petit et que la dette disparaît. C'est la voie qu'est en train d'examiner notamment la Banque d'Angleterre, qui, elle, du coup, comme elle est en plein Brexit, se fout un peu des règles de l'Union européenne et ils sont en train d'étudier cette piste. Donc, c'est tout à fait faisable, ça a déjà été fait dans l'histoire. Dans l'histoire, les grandes dettes ne sont jamais payées, elles sont résolues que de trois manières. Soit une guerre, parce que les économies sont ruinées et que quand elles se reconstruisent, ça absorbe la dette. Soit l'inflation, donc c'est le fait de créer de la monnaie qui va la dévaluer. En fait, sa valeur va diminuer et du coup, la valeur de la dette diminue avec celle de la monnaie. Soit c'est la banqueroute, donc c'est les États qui arrêtent de rembourser leurs dettes et qui les payent pas. Donc il y a pas 36 solutions de résoudre ce problème. Et ce qui est sûr, c'est que il faut pas qu'ils réutilisent toujours les mêmes arguments, c'est-à-dire on est trop endetté, il va falloir travailler plus, oubliez vos retraites, oubliez votre système de santé, voilà, parce que vous vivez au-dessus de vos moyens. Ça, c'est la bonne excuse pour tous les reculs sociaux, alors que la solution, elle est relativement faisable et simple par des combinaisons techniques économiques qui sont connues, qu'on a déjà fait, quoi. Bien sûr. Et du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il faut savoir quand même qu'avec Karim, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a jamais parlé ensemble. Donc là, ce qu'il vient de vous dire, c'est des partages que je vous ai fait aussi depuis plusieurs semaines. Et ça me fait plaisir parce que j'ai reçu énormément de messages très agressifs contre moi, à mon encontre, par rapport à ce genre de partage, en me disant que là, c'était du complot, que ça n'existait pas, que c'était pas du tout notre réalité. Donc c'est important au bout d'un moment aussi de voir que plusieurs personnes qui sont censées viennent délivrer certaines pistes de réflexion. On ne dit pas que c'est ça forcément, on dit juste que ce sont des pistes. Et du coup, par rapport à ces stratégies du choc, on peut voir par le vocabulaire qui est utilisé. Parce que dès le départ, ça a été des vocabulaires de guerre, donc très militaires, et ensuite des vocabulaires d'effort qui étaient demandés à la population. Et ça aussi, c'est très réfléchi dans le vocabulaire qui a été utilisé. Tout à fait. Ouais, complètement. On a une manière de présenter la chose qui, en fait, la dépolitise totalement. Quand on utilise un vocabulaire de guerre, c'est-à-dire qu'on aurait un ennemi qui est le coronavirus. Non, on n'a pas un ennemi. Le coronavirus, c'est un virus. Il nous connaît pas, il s'en fout de nous. Lui, ce qui l'importe, c'est juste de se développer et de survivre, comme nous tous. Il s'en fout complètement. Non, il n'y a pas de guerre contre un ennemi. Par contre, il y a un virus qui arrive sur un système de santé complètement affaibli et sur des politiques qui continuent de l'affaiblir. Donc, vous voyez que politiser une chose qui en réalité est extrêmement politique. Donc là, c'est pour ça il faut se méfier beaucoup de la manière dont il s'exprime, parce que c'est une manière de dépolitiser les choses. De la même manière, si vous faites attention, le dernier discours du président, quand il fait le bilan des dernières semaines, il présente toutes les bonnes choses, tout ce qui a fonctionné, on a doublé les livrets, etc. Et il s'inclut tout le temps dedans. Il dit nous. Et quand il commence à parler des choses qui n'ont pas fonctionné, il s'exclut en fait du truc en disant comme vous, j'ai vu les ratés, les procédures trop longues, etc. Donc il y a une manière d'utiliser le langage qui permet de politiser certaines choses, de dépolitiser d'autres choses et de vous faire passer des vessies pour des lanternes. Donc non, faut être très attentif à ça et il faut, je pense, s'armer intellectuellement pour pouvoir le décrypter.
Donc il y en a qui arrivent très bien à vulgariser tout ça. Je pense à Clément Viktorovitch qui passe souvent sur Click, sur Canal, donc qui lui est professeur de rhétorique et qui décrypte souvent les messages des politiques pour montrer en fait comment les figures de style sont utilisées pour vous dire une chose plutôt qu'une autre ou faire passer un truc pour son contraire. Voilà, donc c'est des choses, c'est pas du complotisme. Il faut juste s'armer intellectuellement et accepter que ce qui est dit, il faut avoir une critique dessus. Je dis pas qu'il y a un mensonge permanent, mais je dis que vous devez vous armer pour avoir un esprit critique, essayer de savoir si ce qui est dit, vous pouvez le prendre en l'état ou pas. Moi, mon avis, c'est qu'il faut rien prendre en l'état. Il faut toujours essayer de comparer, d'argumenter avec d'autres, de voir ce que d'autres peuvent dire, etc. Et ça, c'est un travail qui est important à faire, parce que si on ne le fait pas, ben, très rapidement, en fait, on se retrouve dans la situation où on accepte tel quel le message, deux, on ne l'accepte pas, et du coup, en fait, on est des complotistes. Donc non, il y a un entre-deux. La vie, c'est pas blanc ou noir. Il y a une nuance de gris entre le complotisme et le fait d'accepter naïvement tout ce qui vous est raconté. Et ça s'appelle l'esprit critique, tout simplement. Du coup, on va peut-être finir sur une question qui est revenue beaucoup depuis tout à l'heure. C'est justement par rapport à cette histoire de vaccin qui commence à être de plus en plus présente dans tous les pays comme The Solution. Comment c'est amené dans le milieu médical? Comment aujourd'hui on vous en parle peut-être? Qu'est-ce qui est dit par rapport à tout ça? Bah, alors franchement, faut être honnête, hein, le vaccin, c'est l'Arlésienne. C'est-à-dire que le temps avant qu'on arrive à trouver un vaccin à ce virus, il va se passer à minima 6 à 8 mois, voire 2-3 ans, quoi. Quand bien même ils vont vous mettre tous leurs efforts en coopération, ça va prendre beaucoup de temps et ça n'empêchera pas la deuxième vague de nous toucher. Donc le vaccin, c'est toujours une piste intéressante parce que ça permet de créer une immunité. Et puis de toute manière, on sait que quand on a affaire à une famille de virus comme ça qui peut être virulente, comme le coronavirus qui d'un seul coup devient très virulent, il peut y avoir des mutations de ce virus a posteriori, un peu comme la grippe en fait qui mute chaque année. Et qui nécessite qu'on réactualise les vaccins. Mais quand on a une base de vaccins, en fait, c'est plus facile de la réactualiser pour correspondre au virus qui a muté que quand on n'en a pas du tout. Donc, travailler sur cette piste, c'est intéressant. Maintenant, c'est pas la solution en soi. La solution, c'est d'avoir un traitement qui fonctionne quand on est malade. C'est d'avoir des règles sociales et une discipline dans la manière de conduire notre vie quotidienne, dans la manière dont le gouvernement doit organiser l'économie, etc., qui permettent de limiter l'impact, en tout cas dans un premier temps, des recontaminations qui vont arriver, quoi. D'accord. Okay. Je lis les questions en même temps s'il y en a eu d'autres. On va peut-être quand même s'arrêter, ça fait un moment. Bon, écoute, s'il y a d'autres questions, on verra si on fait un live plus tard, si on en refait un. Mais en tout cas, merci Karim pour ton temps. On va peut-être te libérer quand même. Là, ça a fait longtemps. Merci beaucoup pour ton temps. On va repartager ce live sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à le faire tourner. Pour le coup, ce serait top parce qu'on a eu quand même un bel échange depuis 1h30 à peu près, je crois. Merci beaucoup pour toutes les questions, tout le savoir que tu nous as apporté, tout ton temps. Voilà, toute ton expérience en tant qu'humain et en tant que médecin de toute cette crise. Je crois que pour le coup, ça manque cruellement d'avoir une vision du terrain à 360 degrés et pas sur des détails. Donc, voilà, ça fait du bien de l'entendre de ta bouche et d'entendre tout ça. Et vraiment, merci beaucoup. Merci à toi de m'avoir proposé ce live. C'était un plaisir. J'espère que ça a pu éclairer quelques personnes. Et puis, on recommence quand tu veux. Hein. Tu n'hésites pas. Merci beaucoup. Écoute, repose-toi bien en tout cas, bon courage pour la suite et je vous partage, vous inquiétez pas sa page parce que je vois arriver les questions, je vous partage sa page, n'hésitez pas à aller le suivre, n'hésitez pas à regarder ses vidéos, ses posts et puis on fait tourner, c'est très important d'être solidaire justement dans nos partages quand ça nous paraît juste et vrai. Merci beaucoup en tout cas. Allez, bonne journée à tous. Au revoir. On récupère Karim.